Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être là ce dimanche. Député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Ce week-end est tristement marqué par la mort de Quentin, 23 ans. Ce jeune tabassé à Lyon en marge d'un meeting de Rima Hassan. Nous évoquerons les violences politiques que vous aussi vous dénoncez, ainsi que le sujet de la violence au sens large, spécialement l'hyperviolence des jeunes. Il y a eu quelques exemples effrayants ces dernières semaines. Nous parlerons évidemment des municipales. Dans un mois précisément, les Français sont appelés pour élire leur représentant le plus direct, leur maire. LFI a annoncé la tonalité de ce scrutin déjà début janvier. Jean-Luc Mélenchon souhaite que vos listes incarnent, je cite, la nouvelle France, celle du grand remplacement. Vous nous expliquerez. Et puis, nous reviendrons sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur le budget, sur celle qui en a été l'un des artisans avant de partir pour la Cour des comptes, Amélie de Montchalin. Enfin, nous vous interrogeons sur la fin de vie. Le texte arrive devant les députés après de gros changements au Sénat et déjà en commission de l'Assemblée nationale. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Épaux. Bonjour. Pardonnez-moi. Et Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Quentin, 23 ans, est mort. Il a succombé à ses blessures. Ce proche du collectif Némésis a été violemment agressé en marge d'une conférence de Rima Hassan jeudi dernier à Sciences Po Lyon. La France est en deuil. Vous aussi. Bien sûr, bien sûr. Hier, j'ai fait une télé chez un de vos confrères et il y avait encore un espoir, puisqu'il était entre la vie et la mort, donc j'espérais que... Vous disiez, on espère que ça tombe du bon côté. Ah oui, bien sûr. Quelles que soient ses opinions, mourir comme ça dans ce type d'événement, c'est une tragédie, un drame. Et j'apporte de manière très sincère toutes mes condoléances à sa famille. J'imagine, quelle que soit là encore l'opinion politique de la personne, la situation dans laquelle est une famille qui voit disparaître un jeune de 20 et quelques années qui commence sa vie. Donc oui, c'est quelque chose qui jette de l'effroi. Une enquête déterminera pour savoir précisément ce qui s'est passé. Apparemment, il a été poursuivi par des antifas. Emmanuel Macron parle d'un déferlement de violence inouïe. En République, dit le président de la République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l'on tue. Vous êtes d'accord avec le président ? Enfin, nous, vous le savez, nous condamnons toute violence politique. C'est jamais une solution. Donc, moi, hier, j'avais pas les éléments. On les connaît un peu plus, puisqu'il y a des vidéos qui ont circulé. Donc, il y a d'abord une rixe d'affrontement entre deux groupes, ce que j'avais déjà dénoncé sur le principe, parce que je dénonce toute violence politique. On a vu en plus un jeune sur lequel on s'acharne à terre, qui fait que je le condamne encore plus fortement, parce que manifestement, ce jeune ne pouvait plus se défendre. Et après, on le tape on le frappe, quelles que soient les conséquences. Donc c'est une condamnation encore plus forte. Certains responsables politiques ont pointé la responsabilité d'une certaine manière de LFI, puisque c'était en marge d'un meeting, d'une réunion à Sciences Po Lyon avec Rima Hassan. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? J'ai bien compris qu'il y avait une instrumentalisation de récupération politique sur lesquelles les responsables politiques dont vous parlez, alors j'ai vu qu'il y avait Mme Le Pen, M. Retailleau, etc., ont essayé de s'essayer. Bien évidemment, et nous l'avons dit, aucun rapport avec ces violences. Aucun rapport, sauf que c'est en marge d'un meeting de Rima Hassan. Aucun rapport avec ces violences, parce que le meeting de Rima Hassan, qui avait été perturbé par un groupe Némésis, nous avons, nos propres services de protection, et pour cause, parce que depuis quelque temps, on a pas mal de meetings qui sont perturbés, y compris à l'intérieur des meetings, et comme la police n'est pas vraiment là, alors qu'on appelle le préfet... Vous le comprenez, ça, que la police ne soit pas... Non, ça, je ne le comprends pas. Donc, mais je ne mets pas ça en parallèle avec l'histoire de Quentin. Je vous réponds sur... J'entends. Donc, non, je ne le comprends pas. Et ce que j'observe, c'est que du coup, on est obligé d'assurer une certaine sécurité. Et donc, nous savons très bien ce que fait notre service de protection, et qu'en aucun cas, évidemment, il ne se livre à ce genre de choses. Donc non, nous ne sommes pas impliqués... j'allais dire ni de près ni de loin avec ce qui s'est passé. Mais vous avez peut-être été un peu plus loin hier, j'ai l'impression, sur France Info, en disant à Lyon, si j'ai bien compris votre position, il y aurait aujourd'hui des milices, que vous dites identitaires, d'extrême droite, et puisque la police ne fait pas son travail, finalement, la gauche devrait développer des brigades d'autodéfense, en quelque sorte. C'était une formule... Je pas dit ça. Non, les brigades d'autodéfense, de mémoire, je crois que c'est M. Mélenchon qui l'avait dit il y a 2 ans. D'accord. Donc, est-ce que je comprends que vous en appelez à une forme d'autodéfense parce que l'État ne vous défendrait pas suffisamment? Bien ce que j'ai dit hier, j'ai dit ce que je conteste.
que j'ai ajouté, ce genre de protection éventuellement de gens qui estiment qu'ils doivent se défendre. Donc par exemple, la jeune garde, par exemple. J'ai dit ce que je comptais. Mais attendez, je vais vous répondre plus globalement sur les propos que vous rapportez. Et ce qui me permet de revenir justement aux déclarations. Alors, il y a Mme Le Pen, Mme Knafo, etc. J'ai dit que Mme Le Pen serait plus crédible si, par exemple, elle réagissait depuis quelques années à toutes les actions qu'on lui a à Lyon et qui viennent de l'ultra-droite, d'accord ? Je vais en citer quelques-unes. En décembre 2022, Ratena dans la presqu'île de Lyon. Novembre 2023, conférence pour la Palestine. Vous avez les remparts qui sont les ex-générations identitaires qui avaient été dissous et qui sont reconstitués, qui attaquent avec des barres de fer et des mortiers un meeting et qui vaut la condamnation d'un ex-cadre identitaire 6 mois de prison ferme. Vous avez l'an dernier, laissez-moi finir. Vous avez l'an dernier une agression raciste dans un bar d'Encens, toujours par le même groupe, avec une personne qui a reçu une dizaine de coups au visage, au cou des 3 victimes, et sans qu'on puisse indiquer que c'est les remparts, mais là, il y a eu un jeune de 20 ans, Ismaël, qui a été retrouvé noyé, et on pense que c'est un crime raciste. Je n'ai pas entendu. Corrigez-moi, je n'ai pas entendu. Peut-être qu'elle l'a dit. Moi, j'ai souvenir. Je vais vous dire une chose. Moi, vous avez remarqué, je condamne sans ambiguïté ce qui s'est passé. Alors, permettez-moi d'y revenir. Je n'ai pas entendu Mme Le Pen, Mme Knafo, etc. Alors, justement, je me permets d'y revenir. Ce qui se passe à Lyon depuis quelques années. Parce que j'ai vaguement l'impression, mais plus que la vague impression, que la direction du Rassemblement national, par exemple, toujours dénonce ce qu'on appelle l'ultra-droite. Régulièrement, dit nous n'avons rien à voir avec ces gens. Diriez-vous que vous n'avez rien à voir avec la jeune garde? Mais nous n'avons rien à voir avec les gens hier qui ont agi sur ce jeune. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec la jeune garde? Mais la jeune garde est concernée par ce qui s'est passé hier. À tout le moins, elle est dissoute, la jeune garde. Il y a encore une forme d'ambiguïté. Elle a été dissoute. Donc il y a un groupe qui est vraiment dissous, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Par le ministère de l'Intérieur sous Bruno Retailleau. C'est un groupe qui est vraiment dissous. Raphaël Arnaud est député. C'est un groupe qui est vraiment dissous. Donc moi, je vous dis par rapport aux événements que nous avons eu lieu hier, c'est-à-dire les événements, les rixes globales, d'accord, que je condamne par principe parce que je condamne les violences policières. Qu'est-ce que vous appelez une rixe, Éric Coquerel? Parce que c'est là. Ça, c'est la police qui a utilisé le terme de rixe. Non, mais j'entends bien. Moi, un rixe, c'est un affrontement entre deux groupes. Donc là, en l'occurrence, dans lesquels les deux se donnent des coups. Mais 20 contre 3, c'est une rixe. Non, justement. L'ultra-droite 20 contre 3, ça c'est beau. C'est ça 20 contre 3, ça c'est vous dire ce que je dis, c'est que je regarde les vidéos. La seule chose qu'on est, d'accord, et je vois la police. Oui. La police aujourd'hui parle de rixe entre deux groupes. Donc je dis que sur le principe, ce genre de violence, quelle qu'elle soit, j'ai toujours dit, sur le principe de la violence, nous le condamnons. Et en plus de ça, il y a des images qui se terminent à la fin, où on voit un jeune sur lequel il y a quelques personnes qui s'acharnent. Je le condamne encore plus fortement. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, et ça n'a aucun rapport avec nous. Donc, si vous voulez m'entraîner de fil en aiguille sur quelque chose, je le dis, ça n'a aucun rapport. Moi, je le condamne. J'observe juste, puisque Mme Le Pen, M. Retailleau, Mme Knafo et autres ont voulu essayer de faire un lien, etc. Je remarque juste qu'il serait un tout petit peu plus crédible si eux réagissaient de la même manière sur ce qui se passe à Lyon, ce que j'ai appelé le contexte lyonnais depuis des années. Oui, vous avez des groupes d'ultra-droite, et c'est connu, c'est identifié, le maire de Lyon a réagi très souvent, qui sèment souvent la terreur dans les rues de Lyon. Donc ils auraient été plus crédibles de le faire. Mais il y a une question aujourd'hui, vous l'avez évoqué, de violence politique, et c'est pour ça que je me permets de vous poser la question de ce qu'on appelle les antifas. Est-ce que les antifas aujourd'hui, qui font un usage, on pourrait dire, décomplexé de la violence, ils théorisent même la violence légitime et nécessaire. Eh bien, est-ce que pour vous, les antifas sont aujourd'hui un problème du point de vue démocratique, du point de vue de l'ordre civil? Mais ce que je crois qui est un problème, c'est la montée de la violence globale qu'on observe et qui, dans les faits, par exemple, à Lyon... Mais notamment celle des antifas? Mais le problème de la montée de la violence, c'est un problème. J'observe à Lyon comment cette montée de la violence est venue. Comment, par exemple, des actions racistes ont eu lieu. D'accord ? Donc moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous condamnez l'ultra-droite et qui agit, etc. Vous répondez, non, mais ça m'intéresse. Vous avez une manière assez particulière. Non, j'ai aucune manière. Si, je vous dis très clairement les choses. Vous êtes une question par une question. Je vous dis simplement. Moi, j'aimerais savoir. Et je vous dis simplement. Vous avez beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs qui vous regardent et qui vous écoutent et qui voudraient savoir, par exemple, si vous condamnez les antifas. Mais je condamne ce qui s'est passé hier et manifestement de ce que je comprends au moment de l'enquête où on se parle. D'accord ? Il y a d'un côté des groupes d'ultra-droite violents, de l'autre côté des antifas. Oui. D'accord ? Et ensuite, vous avez un homme à terre qui est Quentin et attendez, qui se fait lyncher. Vous avez une violence par l'ultra-droite qui se passe à des centaines de mètres du meeting dont vous parlez, sur lequel auquel on veut nous mêler. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'hier, qu'il y a eu à nouveau des violences dans les rues de Lyon, hier après-midi, donc vous voulez dire etc. que ça n'a rien à voir avec le meeting je dis que la violence n'est jamais une solution, et donc je condamne la violence politique. On ne peut pas être plus clair. Et je condamne encore plus ce qui s'est passé hier.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais je vais vous le dire, vous m'avez demandé, je parle dans votre rôle, mais est-ce que je condamne l'ultra... Évidemment, mais sans la moindre hésitation, l'ultra-droite est atroce. Eh bien, est-ce que vous condamnez l'ultra-gauche? Moi, je condamne. Mais l'ultra-gauche en général, ou l'extrême-gauche en général, comme c'est fait des faits, vous savez très bien que ça ne veut... Enfin, quelque part, ça ne peut pas, je vais vous le dire plus clairement, et en faisant attention aux termes, parce que je sais qu'après, il y a la récupération sur les réseaux sociaux, etc., de ce qui se passe. On ne peut pas mettre sous un vocable global, d'accord, dans l'extrême gauche, des organisations, par exemple, d'extrême gauche qui agissent et ceux qui ont agi hier. Ceux qui ont agi hier, qui utilisent une forme de violence politique, y compris jusqu'à la mort de quelqu'un, je le condamne. Voilà. Donc je ne veux pas vous dire autre chose. Et quand des députés, je crois, de votre groupe politique à l'Assemblée nationale portaient des t-shirts de la Jeune Garde, est-ce que c'était une erreur? Mais la Jeune Garde, encore une fois, la Jeune Garde, jusqu'à maintenant, est un groupe dissous. Et encore une fois, sauf si vous avez des informations, la Jeune Garde, en tant que groupe dissous, n'est pas le groupe qui a agi hier. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis? La Jeune Garde, jusqu'à maintenant, de ce que je sais, il y aura une enquête. Non mais attendez, de ce que je sais, de ce que je connais de la Jeune Garde, elle n'a pas agi sur ce genre de violence, celle qu'on a vue hier, où on s'acharne sur un homme à terre, dans le passé. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez m'amener à faire un lien parallèle entre une organisation dissoute et ce qui s'est passé hier? Ce qui s'est passé hier, c'est que manifestement, il y a deux groupes qui s'opposent de manière frontale. Ça se termine avec quelque chose encore plus inqualifiable, parce qu'on s'en prend à un homme à terre, seul, au risque de le tuer. Donc je le condamne doublement. Pas au risque de le tuer, en le tuant. Ah oui, je ne sais pas s'ils veulent le tuer, mais en tout cas, quand vous frappez sur un homme à terre de cette manière-là, on est d'accord. Il y a peu de tendresse. On marque une pause et on se retrouve toujours avec le député LFI de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, pour clore le débat sur Quentin et avant de venir aux propos d'Emmanuel Macron vous concernant LFI. Est-ce que LFI, dans cette affaire, se sent responsable? Est-ce que vous avez une responsabilité morale dans la mort de Quentin? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Aucune responsabilité. Aucune responsabilité, alors que c'est en marge d'un meeting de Rima Hassan. Il y a beaucoup de problèmes avec les meetings de Rima Hassan, quand même, monsieur. Il y a surtout un problème parce que nos meetings, je le répète, puisque c'était en discussion. Bon, certains vous accusent nos meetings sont régulièrement perturbés par des groupes. Nous vivrons, Némésis et autres, parfois même de manière violente. Là, il y a eu un meeting. C'est pas LFI, mais enfin c'est pareil de Émeric Caron où quelqu'un a reçu une de ses collaboratrices a reçu des coups dans le dos. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a beau appeler les préfets, il se passe rien. Ce que je sais, c'est que quand il y a des meetings de d'autres forces politiques et que on suppose qu'il peut y avoir des perturbations, vous pouvez pas approcher à des kilomètres du meeting. Il y a des cordons policiers qui protègent. Donc voilà, ça serait peut-être bien avisé qu'on ait le même genre de protection. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Rima Hassan? Parce que d'autres meetings qui sont organisés par votre parti... Qu'une députée européenne puisse s'exprimer dans un endroit où on l'invite, ça devient un souci, si vous voulez. Emmanuel Macron qui a fait des déclarations ce week-end, il suit ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, et il dit que oui, LFI est à l'extrême gauche. Je constate... que dans les positions qu'ils prennent, dit le président de la République, on va peut-être le voir s'inscrire à l'image, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes. Voilà, je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche. Comment est-ce que vous réagissez, Éric Coquerel? Écoutez, c'est un peu gros, quoi, ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron. On le voit bien. C'est-à-dire, il rajoute l'extrême droite. Alors l'idée, c'est de faire du nini et de faire une parallèle qui après, d'ailleurs, en plus, peut justifier les alliances que font ces troupes à l'Assemblée nationale sur le contenu du programme du RN, sur certains textes de loi ou certains amendements, et puis qui permettent un peu, j'allais dire, de dire il y a un cercle de la raison, et c'est le seul, finalement, qui respecte la démocratie. On a les deux extrêmes de deux côtés, donc voilà. Donc c'est gros, c'est grossier, c'est une récupération politique. Moi, je vais dire, Emmanuel Macron, il a fait quand il a été élu en 2017... Vous avez vu les déclarations sur l'antisémitisme? Je constate que dans les positions qu'ils prennent, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Je vais y revenir. Il y avait 3 réactions, d'accord? 3 promesses. Plus de SDF, plus de chômage, l'extrême droite réduite. Dans les 3 cas, c'est un échec terrible. Alors je ne sais pas si sa façon de réagir au fait que depuis 2017, l'extrême droite monte, c'est de s'en prendre à ceux qui s'opposent le plus fortement à l'extrême droite, de façon à les diaboliser, et que ce ne soit plus, quand on sait que c'est nous qui pouvons être éventuellement une alternative à gauche, que ce ne soit plus une alternative possible, jusqu'à ce que, j'y reviens,
prendre des textes de l'extrême droite, les mettre en amendement dans le budget. Il y a des textes, par exemple, qui sont directement puisés dans le budget sur la préférence nationale, sur des aides sociales. Je ne sais pas si c'est sa tactique, c'est sa stratégie, mais moi, je la dénonce véritablement. Vous savez sur quoi s'est appuyé M. Nunes pour expliquer que nous étions tout d'un coup d'extrême gauche, que le Conseil d'État avait complètement infirmé en mars 2024 encore, et à plusieurs reprises. Il a donné plusieurs arguments. On vote les censures. C'est bien, on vote les censures, c'est-à-dire la seule possibilité, quand vous avez des 49-3, c'est-à-dire on s'oppose à l'Assemblée nationale, ça nous catégorise à l'extrême gauche, et après il a pris 3 choses. Il a dit, on s'attaque à l'institution judiciaire, je vous rappelle qu'en 2019, manifestation des syndicats de policiers devant l'Assemblée nationale, le seul parti qui a refusé d'être là quand les policiers disaient le problème de la police c'est la justice, c'est nous. Ensuite, en gros, ils nous accusent sous des termes divers de défendre les personnes victimes de racisme. Et la troisième chose, c'est qu'on voudrait sanctionner le PS en se présentant au municipal. Voilà les 3 raisons, arguments qui justifieraient, alors qu'on a le même programme, on compte prendre le pouvoir par les urnes de manière démocratique, voilà ce qui justifierait d'être classé à l'extrême gauche pour essayer de nous diaboliser. Bon, tout ça est quelque chose qui est assez connu dans l'histoire. Trump s'en inspire, il diabolise tout ce qui est opposant à lui en les traitant de tous les noms. Et je trouve que M. Macron joue un jeu très dangereux en faisant ça pour la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas un triple problème là-dedans? C'est-à-dire chacun, finalement, décide de se diaboliser. La droite diabolise le centre diabolise la droite, la gauche est diabolisée par les autres. Est-ce que, finalement, les étiquettes qu'il ne faudrait pas laisser de côté, c'est extrême gauche et extrême droite? Oui, justement, et extrême droite, parce que sinon... Ça ne vous dérange pas, vous, de qualifier... On veut en arriver à là. C'est-à-dire, vous avez raison de dire que c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que l'extrême droite, elle, est catégorisée systématiquement par le Conseil d'État depuis des années, extrême droite, tout simplement parce que son origine est celui de l'extrême droite, son origine historique. Monsieur Mélenchon aussi, à ce compte-là. Le trotskisme, c'est pas exactement le centre-gauche. Non, les origines de Jean-Luc Mélenchon politique, le Parti socialiste, ne sont pas classées à l'extrême droite, et nous n'avons pas, nous, le trotskisme, nous n'avons pas, nous, des personnes de l'OAS et des anciens Waffen-SS dans la création d'un courant historique dans lequel nous sommes. Si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au extrémisme, y compris dans les pratiques racistes, etc. Donc ce n'est pas la même chose. Donc le mot extrême droite, pour vous, est normal. Mais vous avez raison de dire que vous dites, finalement, les deux ils devraient plus avoir d'extrême gauche et extrême droite. Mais c'est un peu la même chose que veut Macron d'une autre manière. Il veut banaliser. C'est une manière de banaliser l'extrême droite. Et ça arrange encore plus ceux qui, comme M. Retailleau, finalement puisent dans le programme de l'extrême droite et imaginent des alliances avec eux. Donc tout ça, diaboliser... Laissez-moi finir. Diaboliser... M. Retailleau ne puise pas dans le programme de l'extrême droite. Il a un programme de droite. Non, il y a un programme d'extrême droite. Écoutez bien les propos qu'il termine. Oui. Donc Retailleau a quelque chose à voir avec l'extrême droite. Quand vous parlez des Français de papier, c'est quoi? L'expression vichysoise par rapport aux Français qui ne sont pas nés en France. Donc Vichy, Retailleau égale Vichy. Qui a utilisé l'expression... Je me permets... Non, mais attendez... Non, je veux savoir... Vous me demandez aujourd'hui... Je vous demande si Retailleau égale Vichy. Vous me demandez si aujourd'hui M. Retailleau puise dans le programme de l'extrême droite. Je vous réponds oui. Quand M. Retailleau dit qu'il faudrait substituer au droit du sol le droit du sang, c'est typiquement dans le programme de l'extrême droite, puisque c'est revenir sur la notion très républicaine d'une citoyenneté politique. Quand M. Retailleau parle de Français de papier, je n'y peux rien si c'était jusqu'à maintenant Maurras et... Vichy qui parlait de ce genre d'expression. On va pas rentrer dans le droit du sol et le droit du sang, mais il y a beaucoup de pays européens qui utilisent le droit. Oui, mais il se trouve que c'était justement la fierté en France, si vous voulez. C'est que nous pensons que la citoyenneté est un fait politique d'appartenance à la République et non pas un fait ethnique. Et c'est ce qui nous sépare. Quand vous dites c'est LFI ou c'est l'ensemble des Français? Non, c'est la République. Ça, c'est dans les textes, si vous voulez. C'est tout un combat extrêmement important. Et donc il y a des textes que vous combattez en disant, notamment des textes européens, en disant tiens, il faudrait peut-être ne pas en tenir compte. Par contre, ceux-là, vous les gardez. Je parle des fondements de notre République. Je parle de ce qui fait la citoyenneté. Ce qui fait la citoyenneté, puisque vous voulez une sixième république. Monsieur Coquerel, vous voulez une sixième république, vous voulez détruire la cinquième république. Vous remettez peut-être en question ce genre de fondement. Pour moi, il est essentiel. Parce que la différence entre citoyenneté ethnique et citoyenneté politique, républicaine, si vous voulez, c'est tout ce qui nous différencie justement théoriquement jusqu'à maintenant. Mais dans le cadre des municipales, droite, des forces républicaines. Mais dans le cadre des municipales, je regrette que la droite dite républicaine anciennement, qui faisait barrage par rapport à l'extrême droite, finissent par reprendre ce genre d'argument. Mais dans le cadre des municipales, plusieurs de vos candidats disent, par exemple, dans cette circonscription, dans cette ville, il faudrait que finalement les racisés soient représentés par des racisés. Et ça, non, jamais ça n'a été dit. Jamais ça n'a été dit. Il y a des je veux dire, des gens qui rassemblent aux gens de ce que nous disons, c'est qu'un parti... Quand Mme Obono dit à la fête de l'UMA, il y a trop de blancs. Ce que nous disons, pas dit comme ça, désolé, je vous réponds à votre question. Quand nous disons qu'une force qui se bat contre toutes les discriminations, qui compte
avant tout représenter ceux qui vivent toutes les inégalités, et donc les catégories populaires. Et que dans les catégories populaires, comme souvent dans l'histoire de notre pays, ce sont celles qui accueillent les immigrations les plus récentes, et que les immigrations les plus récentes, il se trouve dans l'histoire de notre pays, là, depuis les années 60-50, viennent souvent de nos anciennes colonies. Ce que nous disons, c'est que si nous allons jusqu'au bout, ça veut dire que ceux que nous présentons à nos élections doivent effectivement ressembler donc sur un critère ethnique. Donc, à certains moments. Non, c'est pas un critère ethnique, c'est un critère social. Faut pas Et il se trouve que, comme les deux sont souvent liés dans les discriminations, inévitablement, si vous avez des. Quand listes, Mme Obono dit qu'il y a trop de blancs à la fête du Luma, ça vous dérange? Que vous présentez en Seine-Saint-Denis, où vous comptez représenter justement avant tout tous ceux qui vivent les discriminations. Vous avez des listes, par exemple, qui sont. Alors souvent, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, au milieu des listes, il y avait des personnes racisées contre les partis traditionnels. Mais vous n'avez pas des maires que vous présentez qui soient présumés noirs ou arabes, ça veut dire quelque part que vous êtes tombé à côté parce que vous ne représentez pas la population. C'est tout ce que nous avons dit. Donc une présomption de légitimité ethnique. C'est un critère social. Donc vous avez... C'est vous qui le dites. Moi, non, quand j'entends qu'il y a trop de blancs à la fête de l'UMA, non, Madame Obono. Ça n'a pas été dit comme ça, mais laissez tomber. Elle a dit qu'il y avait, qu'elle dénonçait qu'il y avait... Non, trop blanc. C'est la fête de la gauche blanche. Non, c'est ce qu'elle a dit, enfin. Je ne sais pas, j'étais pas avec Madame Obono. Mais non, mais vous avez vu les déclarations, les vidéos. Ce que Madame Obono dit. Oui. Je vais vous répondre sérieusement sur le fond. Merci de répondre sérieusement. Oui, sur le fond. C'est que pendant des longues années, la gauche n'a plus incarné les couches populaires de ce pays dans toute leur diversité. Dans toute leur diversité. Il y a eu, on va dire, depuis l'affaiblissement du Parti communiste, d'accord, qui en 1936 faisait rentrer les ouvriers à l'Assemblée et autres, la gauche, il y a eu une déconnexion par rapport à ça. Et donc, du coup, pendant très longtemps, nos meetings, nos réunions, y compris nous, il y a quelques années, étaient basés beaucoup sur des classes moyennes, etc., qui n'étaient plus, où on ne représentait plus ce que nous devons représenter en priorité, c'est-à-dire ceux qui vivent toutes les inégalités. C'est tout ce qui a été dit. Et donc, à partir de là, évidemment, ça veut dire que, par exemple, toute la diversité de ce que nous appelons la Nouvelle-France, on ne la représentait pas. Je pense que ce soit la fête de l'UMA, que ce soit nos meetings, ça, je pense que si on veut aspirer justement à représenter les aspirations de ce que nous appelons la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est clair, je vous le dis notamment, par exemple, c'est un élément. Celle du grand remplacement. Celle du grand remplacement. En 58, c'est ce qu'il dit, il y avait Mélenchon. un parent sur 4 qui avait un grand-parent étranger. Un parent sur 10 parents. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Donc, si à un moment donné, cette diversité, qui est très souvent liée, pour vous répondre, y compris à des appartenances sociales, notamment parmi les plus défavorisés, ne se voit pas dans vos partis, ça veut dire que vous avez raté quelque chose. On marque une pause. Le débat est très intéressant et justement, on va y retour sur le plateau du Grand Rendez-vous avec Éric Coquerel. Dans un instant, je laisserai la parole à Stéphane Dupont qui voulait vous interroger sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Mais nous étions au milieu d'un débat sur cette nouvelle France que propose Jean-Luc Mélenchon. C'était le discours de Villeurbanne au début du mois de janvier. Nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Nous étions sur les questions de raciales, avec Daniel Obono, effectivement, qui parlait et vous en êtes expliqué juste avant, des amphis qui étaient trop blancs dans les amphis de LFI. Il y a eu des déclarations de Rima Hassan, de Sébastien Delogu. Il y a eu également ces déclarations dans une émission, La Librairie africaine, de Carlos Martins Bilango, qui dit « Je ne veux pas laisser ces racistes faire leur petite vie avec leurs milliardaires, insulter les gens à la télé. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on fait plus de gosses qu'eux, eh bien, tant pis pour eux. » Est-ce que c'est une façon, Éric Coquerel, de rassembler les gens? Non. Je ne me reconnais pas dans cette déclaration. Là. Donc vous condamnez? Je ne me reconnais pas dans cette déclaration. Alors après, il faudra vous inviterez Carlos Martin Bilango qui vous l'explique peut-être. Je suppose que c'est peut-être en lien avec toutes les déclarations qui attaquent l'immigration, les étrangers, etc. Et qu'à un moment donné, vous puisez comme vous pouvez dans des éléments de défense. Ça rappelle... Sur la question qui n'est pas celle que dit Carlos Martin Bilango, mais j'en profite parce que j'ai entendu M. Darmanin dire qu'il faudrait arrêter 2-3 ans l'immigration. Oui. D'accord. Bon, qui est une ineptie totale. Parce que économiquement,
ne serait-ce que par rapport à ce qui ne devrait pas être notre seul critère, mais les besoins économiques de ce pays nécessitent, et vous le savez, une économie de travail. Voilà. Mais le chômage augmente. Et la France a été... Oui, mais ça n'a pas de rapport avec ça. Bon, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tous les économistes vous montrent qu'il n'y a pas le remplacement de travailleurs... Il n'y a pas d'adéquation. De travailleurs entre guillemets français par des travailleurs migrants, parce qu'en général, c'est des tâches pour plein de raisons qui sont laissées de côté. Donc on le sait, tout le monde le sait. Donc il y a du travail pour les migrants et du travail pour les Français, c'est ce que vous dites ? C'est pour ça que vous avez autant de travailleurs sans papier. C'est parce qu'il y a des besoins économiques, mais comme en même temps on veut avoir une politique soi-disant de dureté, de fermeté par l'immigration, on ne reconnaît pas ce besoin qui a toujours été une richesse dans ce pays. Attendez, donc dans votre nouvelle France, il y a des travailleurs immigrés pour des tâches ingrates et des travailleurs français. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que c'est malheureusement ce qui se produit depuis des siècles et des siècles dans ce pays. C'est que vous remarquerez que les tâches ingrates, et c'est pas nouveau, avant c'était les Polonais, les Espagnols après, sont d'abord souvent assurés par les immigrés qui viennent. Peut-être dans la deuxième moitié du siècle dernier, mais pas des siècles. Vous êtes un homme de chiffres, c'est un peu inexact, des siècles et des siècles. Des siècles, si vous voulez, plus d'un siècle en tout cas, puisque ça a commencé surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale et encore. Très largement au XXe siècle. Stéphane Dupont. Donc, ce que je disais à toi, laissez-moi finir. Quand M. Darmanin dit ça, ou par exemple, on constate en France que, alors, je ne sais pas si c'est à ça que faisait référence de manière Carlos Martín Bildu, mais on constate, vous avez vu, que l'accroissement naturel en France est négatif entre les naissances et les morts. La seule chose qui fait que notre population continue à augmenter en France, c'est justement l'arrivée des travailleurs migrants. Donc oui, je pense que tout ça, par exemple, pour tous ceux qui espèrent qu'il y ait des enfants et des renouvellements de génération, c'est une chance, et pour le pays, c'est quelque chose de positif. Donc de ce point de vue-là, je trouve que tous ceux qui disent qu'il faudrait arrêter l'immigration, c'est une mesure stupide, débile, en plus d'être raciste. Débile. Je voulais revenir un peu sur les propos d'Emmanuel Macron là, ce matin sur Radio J, parce que non seulement il vous classe à l'extrême gauche, mais il a des propos très très durs. Il dit que vous ne respectez pas les principes fondamentaux de la République, notamment sur l'antisémitisme. C'est la première fois qu'un président de la République accuse, c'est pour ça que c'est très grave. Accuse LFI d'être un parti antisémite, d'une certaine manière. Vous lui répondez quoi je vais vous répondre sur l'antisémitisme, mais... Ils ont quand même, ils prennent un risque considérable, l'extrême centre, ou appelez les extrêmes libéraux, de faire ça. Parce que en juillet 2024, ils n'ont pas refusé nos voix pour être élus et pour sauver leurs députés. Quand nous avons appelé à se désister quand nous étions 3e. Ils le démentent allègrement. Oui, ils le démentent, mais enfin tous les chiffres le montrent. 72% de l'électorat de gauche a été voté au deuxième tour, quand seulement 46% de l'électorat macroniste a fait l'inverse. Donc ça les a pas gênés à ce moment-là d'appeler au Front républicain. Et là, tout d'un coup, nous serions les parias. Mais vous savez, les électeurs, ils écoutent. Donc je pense qu'ils jouent un jeu extrêmement dangereux. Ils vont, à mon avis, risquer de le regretter dans l'avenir. Ça, c'est une première réaction. Sur l'antisémitisme, écoutez, je trouve ça inqualifiable. Parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. D'accord ? On nous traite d'antisémites parce que nous avons des positions vis-à-vis du gouvernement Netanyahou et de la politique coloniale et génocidaire de ce gouvernement qui sont, j'allais dire, refusés par tous ceux qui considèrent en réalité que finalement, c'est pas si grave ce qui est en train de se passer en Israël. Et qui donc dites que c'est une politique confondent critique de l'État d'Israël dans sa politique actuelle et du gouvernement Netanyahou avec l'antisémitisme. Voilà, je regrette vivement que le chef de l'État embraye là-dessus. Et c'est pas nouveau parce qu'il se trouve que pour aller vite, la manière de taper un peu la gauche radicale, et non pas d'extrême gauche, dans le monde actuellement, c'est d'utiliser cette espèce d'épouvantail qui est censé, j'allais dire, nous diaboliser définitivement. Donc voilà. Mais quand Madame Hassan n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Madame Hassan, le week-end dernier, s'en est pris un confrère du Parisien sur un article qu'il écrivait sur l'affaire Epstein, en lui disant que sans qu'il y ait aucune preuve qu'il était de collusion avec l'État d'Israël, s'en est suivi des attaques sur les réseaux sociaux, des appels, des injures antisémites, des appels au meurtre. C'est des choses très très graves. Et Madame Hassan a attaqué après le journal Le Parisien. C'est pas passé. Moi, si vous voulez, si on veut parler d'appels au meurtre sur les réseaux sociaux, je vais vous sortir les appels. Non mais attendez, ça me tient à rapport. Des insultes antisémites, monsieur Coquerel. Je vais vous dire quelque chose. Quand M. Macron fait ça, président de la République, nous parle d'antisémitisme vis-à-vis de nous, ou quand on est attaqué par l'extrême droite, des gens comme Retailleau, etc., même Berger, nous mettant des cibles dans le dos. Je vais vous montrer le nombre de menaces de mort que je reçois sur les réseaux sociaux. Éric Coquerel. D'accord ? Je vais vous montrer ça. Je comprends votre émoi concernant vos menaces de mort. Ces gens-là prennent des responsabilités. Stéphane Dupont, des Échos,
qui représente le groupe Les Échos dans lequel il y a le Parisien. Le groupe Les Échos, le Parisien, S'émeut Oui, de son confrère qui a reçu des insultes antisémites de la part de Rima Hassan. C'est ça. Vous savez, le groupe de... Non, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que je réponds? Écoutez, je n'ai pas les éléments, donc je répondrai quand je les verrai. Moi, j'ai le groupe Les Échos, il y a quelque temps, qui a abrité un éditorial d'une éditorialiste dans son supplément du week-end qui me traite de tous les noms d'antisémites, etc. J'ai demandé un droit de réponse, je ne l'ai même pas eu. Quelle est la réponse du groupe Les Échos par rapport à ça? Bon, donc, si vous voulez, on peut comme ça aller dans les éléments. Donc, alors, un peu de hein? Dans la présente querelle, il y a un terme qui s'est imposé il y a quelques années, qui a changé de sens complètement dans le débat politique, c'est le mot sioniste. Auparavant, il voulait dire la volonté pour le peuple juif d'avoir son État indépendant dans sa terre historique. Et aujourd'hui, c'est presque devenu une insulte. Est-ce que pour vous, le mot sioniste est un gros mot? Est-ce que c'est une insulte? Non, c'est une caractérisation politique qui change avec le temps. Et c'est ça le... Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Parce que moi, quand j'entends sioniste, j'entends le droit du peuple juif d'avoir son État. Aujourd'hui, pour tous ceux, en tout cas, qui défendent la politique de M. Netanyahou, on voit bien qu'en réalité, l'antisionisme est devenu finalement toute critique de la politique actuelle d'Israël. C'est quoi la politique actuelle? Ils le disent eux-mêmes. Et d'ailleurs, la France le conteste. C'est de faire en sorte que, définitivement, il ne puisse plus y avoir d'État palestinien. Donc, vous continuez les colonisations accrues en Cisjordanie, y compris de manière meurtrière. Et sur Gaza, on a bien vu, c'est l'idée d'effacer un peuple, c'est-à-dire le peuple palestinien, pour faire une Riviera. C'est l'antisionisme, si vous voulez. Il a cette évolution. Le sionisme en lui-même, pour vous, c'est un problème? Par exemple, aujourd'hui dans le monde, plus personne, ou presque, en tout cas dans les mouvements que moi je côtoie, ne remet en question l'existence d'un État d'Israël. Voilà. Donc, mais par contre, la politique de M. Netanyahou, telle qu'elle est faite donc ce n'est pas un chantre nous avons le droit de la comme a pu le dire Mme Hassan. Elle est génocidaire, elle est colonisatrice, et les gens qui en réalité protègent cette politique assimilent cette critique-là, sous le terme d'antisionisme, avec l'antisémitisme. Je dis que c'est une erreur, et je rappelle d'ailleurs à M. Macron, puisque là lui adresse, il me semble qu'il a fait la promesse récemment, quand il a reconnu l'État de Palestine, qu'aussitôt qu'il n'y aurait plus un seul otage détenu par le Hamas, il ouvrirait une ambassade en Palestine. Voilà, je ne l'ai pas vu. Donc quand Mme Albanese, par exemple, dit d'Israël que c'est presque l'ennemi du genre humain... Non, elle ne l'a pas dit, vous le savez très bien que je sais qu'elle l'a dit. C'est un fake news, vous le savez très bien. Mais si, même le Quai d'Orsay l'a reconnu, c'est un fake news. C'est un fake news alimenté par Mme Yadan, donc c'est un fake news. Bon, d'accord. Non, elle n'a pas dit ça. Là, c'est un fake news. Éric Coquerel, vous êtes président vous pouvez véhiculer les fake news de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous avez travaillé au plus près d'Amélie de Montchalin, qui se retrouve première présidente de la Cour des comptes. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Écoutez, rien ne va, quoi. C'est ce que j'ai expliqué. Pour bien comprendre les choses. La Cour des comptes, c'est une institution, je crois, qui est respectée par les Français pour le travail qu'elle fait. Elle nécessite indépendance, impartialité, pas de conflit d'intérêts, c'est-à-dire pas d'être lié depuis 3 ans, c'est les textes qui le disent, à un organisme sur lequel vous êtes appelé à intervenir. Et en plus, elle donne les avis sur tous les textes budgétaires. Il va y en avoir plusieurs dans l'année à travers le Conseil des finances publiques. Là, on nomme quelqu'un qui est encore ministre du budget et qui va être amené à donner des avis sur son budget. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Elle peut ne pas donner son avis pour ce budget-là. Ça va être compliqué. Oui, d'accord, mais ça va être compliqué parce que le cœur de la Cour des comptes, c'est les comptes de la nation. Vous voyez. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle va se mettre... Mais elle peut demander à son deuxième président pour le budget 2026. Mais il n'y a pas seulement le budget. Ça veut dire que la Cour des comptes publie aussi des rapports sur les politiques budgétaires. Par exemple, il y en a eu un sur le pacte du trait. Peut-être d'ailleurs que ça n'a pas plu parce qu'il était assez saignant sur le pacte. Est-ce que vous diriez qu'elle est incompétente pour le poste? Non, je ne dis pas ça. Moi, je n'ai pas mis en question sa compétence, même si je remarque qu'elle n'a aucune compétence de magistrat. Puisque c'est un juge, je rappelle qu'on nomme, mais je ne mets pas en question ses compétences. Je dis simplement que jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui ont été nommées, soit parce qu'ils avaient un âge qui faisait qu'ils n'étaient plus dans la carrière politique, il y avait une assurance d'une indépendance et impartialité. Elle ne l'a pas, et je pense que c'est une erreur de l'avoir nommée. Sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos avec Éric Coquerel, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et député LFI de Seine-Saint-Denis. On va parler de la PPE, la programmation pluriannuelle énergétique. Stéphane Dupont. Oui, justement, elle a été présentée cette semaine par le Premier ministre Sébastien Lecornu. On l'attendait depuis plusieurs années. Ça fixe un peu la feuille de route pour la production d'énergie en France pour les 10 prochaines années. Est-ce que vous vous félicitez de la publication? Parce qu'on l'attendait, cette programmation, et elle ne venait pas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Écoutez, j'ai entendu M. Lecornu, il y a quelque temps, critiquer le Rassemblement national et LFI, toujours un peu une stratégie du Nini, comme étant ceux qui s'opposaient au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Bien. Alors, après 31 49.3 depuis 2022 sur le budget,
qui est quand même l'essence qu'on a pu dont voter. 28 de Madame Borne. Dont 28, mais enfin bon, c'est une œuvre globale. Arriver maintenant sur un texte extrêmement important sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, le passer par décret, parce que vous êtes minoritaire, c'est en gros ça qu'il dit. Il dit l'Assemblée, on a assez débattu, globalement l'Assemblée ne sera pas d'accord. Je trouve que ça me sidère. Ça me sidère. Dans quelle démocratie sommes-nous ? Alors, ce qui pose le problème d'ailleurs de comment on en arrive là, parce que je pense qu'il n'y a pas une démocratie parlementaire en Europe, et on n'est pas vraiment une démocratie parlementaire, où un gouvernement minoritaire peut gouverner, mais là, sur ce texte... Sachant que le prochain président de la République, le prochain gouvernement, s'il y a une alternance en 2027, pourra évidemment abroger cette vous voyez bien que c'était un texte qu'on attend depuis longtemps. Et là où, par exemple, c'est important, on peut être pour ou contre, mais moi je note juste, ça va lancer la construction de 6 EPR et peut-être plus. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui sort, là, qui parle d'un programme, d'une rentabilité du programme EPR à ce jour inconnu, qui me parle de retard de conception, absence de devis abouti, plan de financement totalement incertain alors que EDF demeure fortement endetté, et pour cause, puisque le devis dépasse 40% depuis 2 ans. Ouais. Donc on a un problème où le minimum, moi je pense que la question de l'énergie pourrait même se traiter par référendum, très sincèrement, parce que c'est un vrai débat citoyen. Mais alors même l'Assemblée nationale est privée de vote, c'est pas possible. Et ça concrétise la relance du nucléaire qui avait été annoncée il y a 3 ans par le président de la République. Vous êtes contre la relance du nucléaire ? Moi je suis contre, mais j'admets qu'on soit pour. Je suis contre sur des éléments. Mais au moins, la représentation nationale devrait pouvoir voter. C'est quand même sidérant qu'on lance un projet aussi structurant et engageant, surtout que... Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut décarboner l'économie française, puisque vous êtes pour la décarbonation, sans le nucléaire ? Je pense qu'à terme, pas tout de suite immédiatement, bien sûr. Je pense qu'il y a 2 choix, si vous voulez. Soit on relance un projet, et pour relancer l'EPR, qui n'a pas de rentabilité économique à ce coût, qui a un coût terrible, ça veut dire qu'en réalité, on sait qu'on est reparti sur un nombre de constructions de centrales nucléaires très important, donc on ne fera pas les deux, c'est pas vrai. Il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on fera à la fois, on mettra le paquet sur le renouvelable et sur le nucléaire, donc c'est un choix structurant, et moi par rapport à ça, à horizon 2050, 2060, etc., je suis plutôt pour trouver un projet 100% renouvelable. C'est un des scénarios de RTE, donc c'est sur la table. En tout cas, je suis pour qu'on puisse en débattre et le trancher. Et que ça soit donc un référendum, par exemple, puisqu'Emmanuel Macron a proposé des référendums. J'ai assez tendance à penser que sur cette question-là, vu que, justement, même dans les partis, si vous voulez, ça traverse souvent les partis, cette question, soyez honnêtes, ou les groupes politiques, je trouve que ça pourrait être un beau sujet de référendum, avec un vrai beau débat, comme on en a eu certains moments sur le traité constitutionnel européen. Je trouve que ce serait peut-être pas stupide. En tout cas, c'est mieux que de passer par décret. Mais à l'échelle de l'histoire, est-ce que la France ne s'est pas fait déposséder de son avantage nucléaire à cause de jeux, des tripatouillages avec les écolos d'un instant pour aussi faire plaisir à l'Allemagne qui voyait qu'il y avait un avantage français en la matière? Est-ce que la France n'a pas sacrifié un avantage structurel avec le nucléaire et aujourd'hui elle cherche à se rattraper? Non, je crois pas. Je crois que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, le nucléaire coûte beaucoup plus cher qu'on ne le dit. D'abord parce qu'en général, dans le coût du nucléaire, on ne regarde pas le démantèlement de centrales, ni les carénages nécessaires, là ça va être très cher, et qu'on s'aperçoit au fond que c'est en plus une énergie qui ne nous rend pas autonomes, notamment par rapport à certains pays, vous le savez bien, en approvisionnement. Encore moins les éoliennes. Ouais. Comment ? Encore moins les éoliennes, encore moins le solaire, et ainsi de suite. Ah bon ? Comment ? Pourquoi ? À l'échelle de l'histoire, pour l'instant, ce qu'on en comprend, c'est que le nucléaire est à la base de l'indépendance énergétique. Oui, mais alors là, vous avez raison, vous touchez un autre doigt, c'est que vous nous dites, on a fragilisé la filière nucléaire, est-ce que c'est pas dangereux ? Mais alors moi, j'interroge pourquoi on a fragilisé toutes les filières d'énergie renouvelable, qui fait qu'aujourd'hui, vous le savez, on n'a même plus un fabricant d'éoliennes dans ce pays. Après qu'on ait revendu la branche Alstom à Général. Mais l'alternative, si on ne fait pas le nucléaire, ce qui se passe en Allemagne notamment, c'est qu'on relance le gaz et le charbon. Ça, c'est très négatif, oui, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a... Si vous voulez, il y a des scénarios RTE. Pour bien comprendre, RTE a fait plusieurs scénarios. Et dans les scénarios RTE, il y en a qui sont avec 100% renouvelables. Donc, on peut critiquer le choix. Après, on peut avoir un débat. Mais je trouve que ça mériterait un vrai débat citoyen. Et je pense que le peuple français est un peu suffisamment mûr politiquement pour pouvoir l'aborder. Encore une fois, ça serait largement préférable au fait de passer par décret, parce que ça, je sais qu'il n'y a pas une opposition aujourd'hui. Il n'y a pas une opposition qui accepte la manière dont ça passe. En tout cas, de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump, après avoir quitté le traité de Paris sur le climat, le voilà qu'il abroge l'Endangerment Finding, un texte qui servait de fondement à la lutte contre le changement climatique aux États-Unis. Les gaz à effet de serre n'y sont plus considérés comme des polluants. Moi, je pense qu'un jour, il faudra faire en sorte qu'on dépose devant la Cour de justice internationale vis-à-vis de M. Trump une responsabilité, ce que j'appellerais un crime d'écocide.
Parce que la décision qu'il vient de prendre, elle est gravissime pour les Américains, parce qu'ils en auront des répercussions, mais pour le monde entier. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une période où, globalement, quand même, n'était pas remis en question la responsabilité dans le gaz à effet de serre de l'activité humaine. Bien. Et notamment de tout ce qui produit du CO2. On est en train de passer à une période où, avec M. Trump, où on le nie même. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les progrès n'étaient pas suffisants, c'est qu'on ne le nie. D'ailleurs, ça arrive même globalement. Oui, je voulais poser la question. Est-ce qu'en Europe, ce genre de choses pourrait arriver? Est-ce que ça pourrait arriver en Europe et en France, cette espèce de retour en arrière écologique? C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire concrètement, je vous le dis, ça fait 2 ans, par exemple, que les budgets environnementaux en France baissent. Il faudrait 37 milliards de plus pour, d'après, par exemple, un économiste comme Pisani Ferry, qui était un macroniste en 2017, il faudrait 37 milliards de plus pour respecter les accords de Paris. On diminue les budgets de l'économie et l'écologie, et donc la conséquence, elle est nette. Il faut, en gros, pour respecter les accords de Paris, une baisse de 5% des gaz à émissions de serre. Et là, on n'est plus qu'à des baisses à 1%. Donc, malheureusement, cette remise en question, elle est en train d'arriver dans notre pays. Et je pense que on nous parle, vous savez, souvent de la dette financière pour les générations à venir, nos enfants, nos petits-enfants. Mais alors, la dette écologique, ça, on peut en mourir, quoi. En tout cas, on peut faire en sorte que la vie dans notre pays, dans beaucoup de régions, devienne insupportable. Et ça, les dirigeants qui prennent ces décisions en seront responsables et comptables à l'avenir. Sur Madame Albanese, vous avez répondu tout à l'heure. Caroline Yadan me signale à l'instant que les propos d'Éric Coquerel sont diffamatoires et inacceptables. Écoutez, très bien, mais moi, vous verrez ça avec Madame Yadan. Il y a une conférence de presse du Quai d'Orsay qui le reconnaît elle-même. Demain, le texte sur la fin de vie revient dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le vote national interviendra mardi en 8. Le Sénat avait profondément revu la copie de ce texte en levant le principal, l'accès à l'euthanasie. En commission à l'Assemblée, les députés LFI, écologistes, socialistes de la commission des affaires sociales ont fait autre chose. Ils ont voté sur l'autre volet, le volet soins palliatifs, contre un article phare de la loi qui prévoit la création de maisons d'accompagnement. Pourquoi? Pour quelle raison avoir voté ça en commission des affaires sociales? Les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que dans le même temps où vous votez une loi qui permet justement d'exercer, on va dire, son libre arbitre sur sa fin de vie, dans certaines conditions très précises, il faut aussi permettre des lois qui, concrètement, matériellement, permettent à des gens qui font un choix inverse de pouvoir le faire. Ça me semble les deux sont complets et nous, ça nous étonne beaucoup. Ça nous étonne beaucoup que... C'est un article qui prévoyait la création de maisons donc pour des soins palliatifs. Et là, on est contre? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pas à moi d'être d'accord ou pas, mais... On était pour. On était pour, justement, me donner les moyens pour des... Là, si vous avez l'inverse, c'est une erreur. On s'est battu en commission, avec notamment Adrien Clouet, pour qu'on donne les moyens, justement, permettre que les personnes puissent continuer à bénéficier de fins palliatives de manière plus matérielle et financièrement acceptable. Est-ce que sur le volet euthanasie, est-ce qu'il y a des raisons économiques? Non, bien sûr que non. C'est ce que disent certains. C'est ce que disent certains observateurs. Ils disent que finalement, l'accès à l'euthanasie permet de supprimer des personnes, des vies. Des gens qui ont ce genre d'esprit, mais ce sont certains observateurs qui constatent ça. Je ne sais pas lesquels observateurs, j'aimerais avoir des citations, parce que je ne crois pas, pour tous ceux qui ont entendu les débats à l'Assemblée, qui sont des débats presque philosophiques, et qui là aussi traversent d'ailleurs les groupes, la question de pouvoir avoir un libre arbitre sur sa fin de vie et de décider quand, malheureusement, toutes les solutions sont derrière vous pour espérer continuer à survivre, vous décidez de le cesser. Bien évidemment, ces notions-là ne sont pas dans les débats. Et, mais vous savez que dans les autres sociétés, je pense à la Belgique, à la Suisse, au Canada, même au Québec, au début, on présente l'aide médicale à mourir avec des critères très stricts, et très rapidement, ces critères tombent, et il y a une forme de démocratisation, de guillemets, au point où, dans ces pays, on se demande, est-ce que la dépression peut trouver comme réponse l'aide médicale à mourir? Excusez-moi, mais c'est des termes, je trouve, complètement à côté de la plaque par rapport à une question qui est une question qui nous interroge, nous, chacun, et qui doivent pouvoir nous interroger, qui est le fait que vous êtes en fin de vie, vous savez condamné, vous souffrez, toutes les solutions étaient réglées. Est-ce que, oui ou non,
vous pouvez décider que ça s'arrête. En tout respect, vous êtes 15 ans en retard là-dessus. Vous êtes 15 ans en retard là-dessus. Partout, cette question-là s'est posée. Les critères dont vous parlez sont tombés. Pensez-vous? Rien. Bon, enfin bon. Le débat vous en informer, vous allez voter pour ça. Ouais, enfin, je comprends pas le débat. Le débat est pas là. Vous ne le comprenez pas? Non, écoutez, dans un cas, vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas des notions économiques? Je vous vois venir gros comme une maison. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça des notions de génie, etc. Je vous réponds non. C'est même indécent de poser la question. Il n'y a pas eu, dans les personnes qui étaient soit contre, soit pour à l'Assemblée, les deux opinions, je les respecte. Bien évidemment. Et dans les deux façons, personne n'a avancé. Est-ce qu'il faudrait que ça soit soumis, cette question, pour être soumise à un référendum, puisque vous dites que ça concerne tout le monde? J'ai l'impression, écoutez, je trouve... Ça avait été évoqué à un moment. Pourquoi pas, c'est pas complètement, mais je trouve pour le coup que, pour l'instant, en tout cas, le débat à l'Assemblée permet, j'allais dire, de l'aborder de manière démocratique et suffisamment représentative du pays. Donc, Plus qu'au Sénat? Non, je parle de Parlement. Parce que le Sénat, visiblement, la copie de l'Assemblée et la copie du Sénat n'est vraiment pas du tout la même. Oui, mais parce que vous savez est-ce que les Français arrivent à comprendre? Le Sénat est un peu plus conservateur sur toutes ces questions-là. Mais là, en dernier mot, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Et je trouve que le débat, en plus, ça m'embête un peu la manière dont on l'aborde. Vous dites que l'Assemblée a le dernier mot. Du coup, la question du référendum peut être légitime, puisque est-ce que ça ne serait pas... Le débat tel qu'il est aujourd'hui à l'Assemblée, j'invite tous les gens qui nous écoutent là et qui peuvent penser que... vu la manière dont on l'aborde, c'est un débat qui, évoque des choses qui n'ont pas lieu d'être, enfin, les notions économiques. Je trouve que c'est un beau débat. C'est un beau débat. C'est un débat, en tout cas, qui fait honneur à l'Assemblée et que j'espère qu'il va pouvoir continuer à se mener jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un vote qui corresponde manifestement. Je ne sais pas s'il faut un référendum, mais j'ai vu, par contre, les différentes études d'opinion. Il y a quand même une écrasante majorité de Français qui pensent qu'il faut arriver... vers des solutions de ce point de vue-là. Ça dépend des sondages. Merci Éric Coquerel, bon dimanche sur nos deux antennes.